Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence de dermatologie de D4. Je m'appelle Christine Lonvert, je suis dermatologue à l'hôpital Ambroise Paré. Cette conférence va se dérouler en deux parties. D'abord 4 dossiers longs et puis des photographies qui vont survoler un peu ce qu'on ne traite pas dans les dossiers et qui recoupent les photos que je présente déjà en D3. Alors on va commencer par le premier dossier. Donc, il s'agit d'une patiente de 32 ans qui vient vous consulter car elle a remarqué il y a quelques mois une lésion pigmentée sur son mollet droit qui augmente de taille. Elle est esthéticienne et fait d'ailleurs des séances d'UV chaque été pour préparer sa peau au soleil. En effet, elle est blonde aux yeux bleus et prend facilement des coups de soleil. Alors voilà, vous voyez la lésion du mollet. Première question, pourquoi suspectez-vous un mélanome chez cette patiente? Et quelles sont les caractéristiques rendant suspecte une lésion cutanée pigmentée? Deuxième question, quelle est votre prise en charge immédiate? Troisième question, votre diagnostic est confirmé. Il s'agit d'un mélanome superficiel extensif, indice de Breslow 2,3 mm, Clark 4. Quel autre facteur pronostic majeur manque à cet examen histologique? Quatrième question, quels sont les autres facteurs pronostiques du mélanome, classification AJCC? Cinquième question, comment complétez-vous votre examen clinique? Sixième question, quel bilan initial effectuez-vous? Et septième question, quel est votre traitement avec la surveillance? Alors, il y a une deuxième partie à ce dossier, et c'est lors d'une visite de suivi. Elle vous amène son père, 70 ans, agriculteur retraité, pour des lésions du visage. Il a comme seul antécédent une hypertension artérielle traitée par inhibiteur calcique. Et depuis plusieurs années, il présente sur le cuir chevelu, le front, les tempes et le dos des mains de petites macules rosées finement squameuses. Depuis quelques mois, sur la tempe gauche, une de ces lésions a pris du relief et est maintenant nodulaire, ulcérée et croûteuse. Lors de votre examen clinique, vous retrouvez par ailleurs une adénopathie prétragienne gauche, dure et fixée, ainsi que sur le front, une papule de 7 mm, translucide et télangiectasique. Alors, sur ces photos, vous voyez les lésions présentées par le patient, donc les lésions des mains, la lésion de la tempe gauche et la lésion du front. Huitième question, quelles sont les différentes lésions cutanées que présente ce patient? Comment le confirmez-vous? Neuvième question, quelle est la lésion à traiter en priorité et pourquoi? Question 10, quel traitement préconisez-vous pour cette lésion sans la surveillance? Question 11, quels examens complémentaires demandez-vous? Que recherchez-vous? Question 12, quel traitement préconisez-vous pour les autres lésions? Et dernière question, quelle est votre surveillance clinique? Alors on passe à la correction de ce dossier de cancérologie. Pourquoi suspectez-vous un mélanome chez cette patiente? Alors, d'abord c'est le terrain, phototype clair, on vous dit qu'elle est blonde aux yeux bleus, sont des sujets à risque de faire un mélanome. Elle a des facteurs de risque, elle prend des coups de soleil, et en plus elle en rajoute parce qu'elle s'expose aux UV. Cliniquement, c'est une lésion qui est localisée à la jambe, ce qui est la localisation la plus fréquente pour les mélanomes chez la femme. Chez l'homme, je vous rappelle que c'est le tronc. Et c'est une lésion pigmentée et qui a une caractéristique très importante qui est évolutive. Donc ça, c'est les différentes raisons pour lesquelles on suspecte un mélanome chez cette patiente. La deuxième partie de la question, quelles sont les caractéristiques rendant suspecte une lésion cutanée pigmentée? Donc c'est les critères A, B, C, D, E, qui sont A pour asymétrie, B, bordure irrégulière, C, c'est la couleur inhomogène, D, diamètre supérieur à 6 mm, et E, et c'est probablement le critère le plus important, c'est évolutif.
On dit qu'il faut au moins 2 de ces critères pour considérer une lésion suspecte pigmentée. Mais vraiment, s'il y a une lésion qui est évolutive, il faut, ça rend vraiment cette lésion encore plus suspecte. ABCDE, vous êtes obligé de connaître pour les lésions pigmentées. C'est fondamental. Alors là, je vous ai mis pour illustrer ça quelques photos de mélanome. Donc vous voyez le critère A asymétrique, là vous l'avez sur cette lésion. Si vous partagez la lésion en deux, vous voyez bien que c'est pas symétrique. Les bords irréguliers, là ça se voit bien. Hein. Pareil pour les autres. La couleur inhomogène, oui, vous avez du marron foncé là, du marron clair là. Le diamètre supérieur à 6 mm, ça c'est assez... Bon, il se trouve que pour cette lésion-là, c'est le cas. Probablement pour celle-là aussi. Celle-là, non, mais... Enfin, quoique, peut-être. Mais c'est pas suffisant en soi pour... c'est pas nécessaire, en tout cas, pour affirmer le diagnostic de mélanome. Celle-là, cette lésion-là, elle est suffisamment suspecte pour que ce soit mélanome, même si elle fait juste 6 mm ou peut-être un tout petit peu plus. Et E évolutif, ça c'est le patient qui vous le raconte. Alors, deuxième question, quelle est votre prise en charge immédiate? Devant une lésion pigmentée suspecte, il faut enlever la totalité de la lésion pigmentée, sans marge, pour examen histologique. Donc, l'exérèse de la totalité de la lésion, c'est très important de tout enlever parce que un des critères pronostiques majeurs pour le mélanome, c'est l'indice de Breslow. Et c'est vrai que si vous faites juste une biopsie, vous n'aurez qu'un petit bout. Bon, par contre, j'ai vu des dossiers où c'était écrit si vous biopsiez une lésion pigmentée, c'est 0 dossier. Alors, c'est faux. C'est pas interdit de biopsier un mélanome, ça provoque pas des métastases. C'est juste que ça gêne un peu pour l'interprétation de l'indice de Breslow. Et on est parfois quand même obligé de biopsier des lésions pigmentées ou même donc des mélanomes. Parce que s'ils sont de trop grande taille, on ne peut pas enlever toute la lésion sans être trop délabrant. Un mélanome qui prend toute la joue d'un patient, on ne va pas lui enlever tout d'un coup. Si jamais c'est une kératose séborique qui est une lésion bénigne ou une tache actinique qui est aussi une lésion bénigne, c'est quand même dommage de lui enlever la moitié de la joue ou toute la joue pour confirmer un diagnostic. Donc, de toute façon, je ne pense pas que vous auriez des dossiers avec des mélanomes trop étendus. Donc, retenez exérèse ou de la totalité de la lésion pigmentée. Vous ne faites pas de marge, vous prenez 2-3 mm autour, vous prenez un ras. Parce que c'est pareil, la marge, on l'a fait une fois qu'on connaît le Breslow. Donc sans marge pour examen histologique et confirmation du diagnostic. Alors, votre diagnostic est confirmé. Donc, il s'agit d'un mélanome superficiel extensif, indice de Breslow 2,3 mm Clark 4. Quel autre facteur pronostique majeur manque à cet examen histologique? Donc c'est la présence ou non d'une ulcération, qui est un critère histologique et qui est un critère de mauvais pronostic quand il est présent. Et qui fait partie de la classification des mélanomes. Donc c'est la seule chose qui est importante à ce stade-là. Pour avoir présenté ce dossier en conférence, il y a beaucoup d'étudiants qui me répondent l'atteinte du ganglion. Donc c'est pas possible à ce stade de la maladie puisque vous ne saviez pas encore que c'était un mélanome. Donc vous n'êtes pas allé prendre le ganglion. C'est le facteur pronostic de la tumeur initiale. C'est pas à distance. Donc là, on a l'histologie de la tumeur initiale. Le facteur pronostic sur cette tumeur initiale, c'est l'ulcération. Après, à distance, c'est pas dans le même temps. Alors, quels sont les autres facteurs pronostiques du mélanome? Classification AJCC 2002. Donc ça, c'est une classification qui est la classification TNM des mélanomes. Qui en gros reprend les mêmes critères que pour les autres cancers, sauf qu'il y a une particularité quand même pour les mélanomes, c'est la fréquence des métastases cutanées en transit et donc qui rentre dans cette classification et qui est également un facteur de mauvais pronostic. Les métastases ganglionnaires microscopiques, ça c'est le ganglion sentinelle que vous avez dû voir également dans le cancer du sein. Les métastases ganglionnaires macroscopiques, ça c'est quand il y a une adénopathie qui est palpable
et qui est envahi à l'examen histologique, et les métastases viscérales. Donc ça, ce sont les facteurs pronostiques de cette classification avec le Breslow et l'ulcération dont j'ai parlé avant. Alors, comment complétez-vous votre examen clinique? Donc là, vous êtes au stade où vous avez vu cette patiente qui a une lésion pigmentée, vous lui avez retiré, c'est un mélanome, donc vous allez l'examiner. Vous l'aurez probablement examiné lors de votre première consultation, mais ce qui est fondamental, c'est l'examen de tout le tégument. Si vous mettez pas ça, là j'ai pas mis de points négatifs, mais enfin ça mérite des points négatifs. Alors pourquoi? Parce que quand on a fait un mélanome, on risque d'en faire un deuxième, et on peut déjà en avoir un deuxième. Donc vous êtes obligé de regarder toute la peau pour regarder à la recherche d'un deuxième mélanome. Le mélanome, je vous ai dit, ça donne des métastases en transit, donc il faut regarder s'il n'y en a pas déjà, hein, c'est quand même possible. Et puis elle peut aussi avoir d'autres cancers de la peau qui sont des carcinomes basocellulaires ou des spinocellulaires, même si c'est rare à cet âge-là, mais enfin vous êtes obligé de regarder toute la peau. Donc c'est chez un patient dénudé. Palpation des aires ganglionnaires, ça c'est également fondamental puisque le mélanome métastase préférentiellement en loco-régional, donc sur les métastases cutanées et les métastases ganglionnaires. Donc pour un mélanome de la jambe, il faut palper les aires ganglionnaires. N'oubliez pas les aires ganglionnaires poplitées. Et évidemment un guino-iliaque. Et puis bon, un examen clinique général qui fait partie de l'examen clinique. Alors, quel bilan initial effectuez-vous? Donc à ce stade-là, on ne fait aucun bilan pour les mélanomes de cette épaisseur-là. C'est les recommandations. Donc aucun bilan ou, il y a une petite nuance, échographie loco-régionale de la zone de drainage, parce que c'est un mélanome qui est assez épais, 2,3 mm, et qui est ulcéré. Donc SOR 2005, ça veut dire standard, option et recommandation 2005. Donc ça a été émis par un collège de dermatologues français. C'est la prise en charge des mélanomes non métastatiques. Il y a la référence à la fin de ce dossier, donc qui reprend les modalités de surveillance des mélanomes non métastatiques. En fait, de faire au départ une radio de thorax, une échographie abdominale ou un scanner, c'est pas rentable. On s'est aperçu que ça servait pas à diagnostiquer, à retrouver des métastases, donc on n'en fait plus. L'échographie loco-régionale de la zone de drainage, on l'a fait parce que ça permet de découvrir des métastases ganglionnaires en particulier qui ne sont pas encore palpables parce que l'aspect échographique est assez typique dans les mélanomes. Donc quel est votre traitement avec la surveillance? Donc là, le mélanome il a été retiré, mais vous l'avez pas encore, vous avez juste enlevé. Donc il faut toujours marquer dans les dossiers de cancérologie, il faut que vous le marquiez quelque part, il ne faut pas l'oublier. C'est très à la mode, il faut que vous mettiez après validation en réunion de concertation pluridisciplinaire. Il faut que ça apparaisse quelque part. J'ai mis beaucoup de points parce que c'est vraiment à la mode et que maintenant la prise en charge des cancers, ça se fait à plusieurs et pas tout seul dans son coin. Donc le traitement du mélanome, c'est une reprise chirurgicale avec une marge de sécurité. La marge de sécurité pour un mélanome de 2,3 mm, c'est 2 cm. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin de retenir, mais vous êtes obligé de marquer qu'il y a une marge de sécurité, ou vous pouvez marquer qu'elle est en fonction de l'indice de Breslow. L'exérèse du ganglion sentinelle, vous pouvez le marquer. Moi, je ne l'ai pas coté parce que je pense que c'est difficile de savoir si vous devez vraiment connaître cette prise en charge pour le ganglion sentinelle. Enfin, on le fait pour les mélanomes de plus de 1 mm, donc retenez-le, connaissez-le, mettez-le. Donc le ganglion sentinelle, c'est le ganglion qui draine la zone cutanée concernée par le mélanome. Donc par définition, c'est un ganglion qu'on ne palpe pas. Donc pour le trouver, on fait d'abord une scintigraphie, on injecte du technetium sur la cicatrice d'exérèse du mélanome.
Ce produit va migrer, va se fixer sur le ganglion, ce qui va permettre au chirurgien de le repérer au moment de l'intervention avec une petite sonde, enfin comme une sonde, un compteur Gégère. Et puis il l'enlève, il l'envoie en anapathe et ensuite ce ganglion est examiné. C'est jamais des examens extemporanés parce que ce qu'on cherche c'est des micrométastases et donc c'est des techniques longues pour faire l'examen anatomopathologique et c'est pas un examen extemporané d'une grosse boule suspecte. Donc mettez pas d'examen extemporané pour les ganglions sentinelles. Alors donc le traitement c'est la reprise et ce qui est très important dans le mélanome c'est la surveillance. Donc la surveillance elle est clinique. Vous pouvez rajouter donc une échographie loco-régionale qui sera pratiquée en gros 2 fois par an. En tout cas, on ne fait pas d'autres examens complémentaires sauf s'il y a des signes cliniques d'appel. Alors, la surveillance pour ce mélanome qui est ulcéré de 2,3 mm, c'est tous les 3 mois pendant 5 ans et tous les ans à vie. À vie, c'est ça en fait, les 3 points, c'est surtout le à vie. Et puis dans le mélanome, il y a d'autres choses qu'il faut surtout pas oublier. C'est l'éducation à l'autosurveillance qui est fondamentale. Donc il faut expliquer à la dame qu'elle risque d'avoir d'autres mélanomes, donc elle apprenne à surveiller sa peau. Je vous rappelle que la plupart des mélanomes surviennent de novo, en peau normale, et que c'est rarement, en gros c'est 1/3 des cas, un grain de beauté qui se transforme, et les deux autres tiers, un mélanome qui survient de novo, donc il faut lui dire qu'elle surveille sa peau, y compris là où elle n'a pas de grain de beauté. La photoprotection, si vous ne le mettez pas dans un dossier de cancérologie cutanée, c'est comme si vous ne mettiez pas l'arrêt du tabac à un patient qui a un cancer du poumon, c'est pas bien. Dépistage familial, ça c'est pareil, c'est très important parce que quand il y a un mélanome dans la famille, le risque pour que les apparentés du premier degré, c'est-à-dire les frères et sœurs, les parents et les enfants, aient un mélanome est beaucoup plus important que la population générale. Donc, ça fait partie du traitement. Et la prise en charge à 100%, eh ben ça faut pas l'oublier non plus pour toutes les pathologies chroniques et toutes les pathologies, toute la cancérologie, vous pouvez le mettre. Alors, voilà pour illustrer ce que je viens de vous dire. Donc, votre surveillance clinique, ça va être la même chose que ce dont on a parlé pour l'examen clinique de la patiente, c'est-à-dire que ça va être l'examen de tout le tégument et les ganglions et l'examen clinique général, évidemment. Donc, les métastases en transit. Alors, sur la photo du bas, évidemment, bon, là, on espère que... Enfin, là, il n'y a plus besoin tellement d'examiner correctement pour les voir. Elles sont énormes. Par contre, là, donc il y a une cicatrice de mélanome qui est là. Et puis, tous ces points noirs, là, ça, si c'est dans le dos, le patient, il ne le voit pas forcément. Et puis, au départ, il y en a, et même ça, là, sur la cicatrice ou une greffe, je ne sais pas ce que c'est. Tout ça, c'est des métastases en transit. Donc, c'est comme ça que ça se présente, ou sous la forme de nodules sous-cutanés, comme des petits kystes. Et donc, il faut aussi expliquer ça aux patients. Alors maintenant, le père de la patiente qui avait plusieurs lésions. Et comment on le confirme? Alors, sur la photo des mains que vous avez vues, donc c'était des petites macules rosées finement squameuses, donc en gros des petites taches un peu rugueuses qu'on voit assez fréquemment chez les patients âgés qui se sont beaucoup mis au soleil, mais de façon chronique, donc plutôt effectivement les agriculteurs. Donc, ce sont des kératoses actiniques. Donc c'est ça qui est décrit sous la forme de macules rosées finement squameuses. Et c'est ça qu'on voit très souvent sur le cuir chevelu des patients qui sont chauves, qui ne sont pas protégés du soleil en mettant une casquette ou un chapeau, et qui rend le cuir chevelu tout rugueux quand on passe la main. Vous en avez forcément vu déjà. Sur la tempe gauche, c'est une lésion nodulaire qui a pris du relief, qui est ulcérée. Ça décrit complètement un carcinome spinocellulaire. D'autant plus que dans l'énoncé, on vous signale que c'est survenu sur une de ces macules rosées finement squameuses. Et les carcinomes spinocellulaires peuvent survenir sur des lésions précancéreuses. Pas forcément, mais en tout cas, ils peuvent. Et là, d'abord, l'aspect clinique est en faveur, et puis que ça survienne sur une lésion précancéreuse. Donc tout ça, c'est l'aspect d'un carcinome spinocellulaire, donc sur la tempe gauche.
Sur le front, on vous décrit une lésion translucide télangiectasique. Ça, c'est typique d'un carcinome basocellulaire nodulaire. En plus, la photo, il est nodulaire. Ça ne survient pas sur une lésion précancéreuse. Donc, pour confirmer le diagnostic, il faut faire une biopsie des lésions pour analyse histologique. C'est obligatoire pour ces deux-là, parce que quand même, avant de les enlever, vous allez être obligé de confirmer le diagnostic. On n'enlève pas sans être sûr de ce que c'est. Enfin, on n'enlève pas parce qu'on fait d'emblée, parce qu'on fait une marge, donc on fait toujours une biopsie avant. Les kératoses actiniques, bon, c'est vrai que c'est la façon de confirmer, c'est de faire une biopsie, mais l'aspect clinique, en pratique en tout cas, on biopsie pas forcément parce que l'aspect clinique est évocateur. Mais enfin, la seule façon de confirmer, c'est de faire une biopsie, donc là, c'est ce qu'il fallait répondre. Alors, quelle est la lésion à traiter en priorité et pourquoi? C'est le carcinome spinocellulaire, parce que c'est celui qui est le plus agressif, qui donne des métastases. Et en plus, là, il a déjà probablement donné une métastase, puisque on décrit une adénopathie prétragienne dure. Et ça, c'est du côté de la tempe, enfin, prétragienne gauche, donc c'est l'aire de drainage de la tempe. Donc ça, c'est urgent de traiter. Même s'il n'y avait pas l'extension ganglionnaire, c'est quand même c'est beaucoup plus urgent de traîner le carcinome spinocellulaire puisqu'il y a un potentiel métastatique. Le carcinome basocellulaire, je vous le rappelle, ne donne pas de métastase. Il a une extension agressive, enfin potentiellement agressive locale. Il grossit très lentement, mais ça peut quand même être assez destructeur, même si il ne donne pas de métastase. Donc, quel traitement préconisez-vous pour cette lésion sans la surveillance? Donc, la lésion, c'est le carcinome spinocellulaire. C'est sûr que si vous n'avez pas répondu ça après, c'est pas tout à fait la réponse de traitement. Vous n'allez pas être tout à fait adapté. Donc, pareil, je vous ai dit, vous le remettez, validation en réunion de concertation pluridisciplinaire. Bon, hospitalisation, je n'ai pas coté, mais dans vos dossiers, n'oubliez pas de le préciser, de vous poser la question à chaque fois. Donc là, l'exérèse du carcinome spinocellulaire, c'est sûr, faut le faire, une fois qu'on l'a confirmé. Et puis c'est une marge de sécurité également, dont vous n'avez pas besoin de connaître la taille de la marge de sécurité, mais il faut toujours, en cancérologie cutanée, on fait toujours des marges de sécurité pour éviter la récidive, donc faut le marquer. Et on contrôle toujours, contrôle anatomopathologique de l'exérèse complète, ça, faut également le marquer. C'est vrai que dans le dossier du mélanome, je l'ai pas marqué, mais la lésion était retirée déjà, mais enfin c'est vrai qu'on envoie toujours en anapat ce qu'on retire. Donc mettez-le, envoie en anatomopathologie de la pièce d'exérèse. Donc il y a une adénopathie suspecte, donc il faut l'enlever. Exérèse de l'adénopathie prétragienne. Donc en pratique, comment on fait? Le patient il est endormi. Là on fait un examen extemporané parce que l'adénopathie est déjà cliniquement hyper suspecte, donc on envoie. Pendant que le malade est endormi, on attend. Et si c'est positif, si c'est une métastase, on fait un curage ganglionnaire. Donc, je suis désolée, j'ai pas précisé, mais enfin c'est cervical. Si il y a une adénopathie métastatique et plus ou moins radiothérapie complémentaire, ça se discute au cas par cas, donc c'est pas coté. Alors, quels examens complémentaires demandez-vous et que recherchez-vous? Donc là, il y a une métastase ganglionnaire, donc il faut vérifier que c'est pas parti ailleurs. Donc, les grands sites métastatiques, en tout cas du carcinome spinocellulaire, c'est les poumons, et puis éventuellement le foie. Donc, vous faites une radiographie pulmonaire, une échographie abdominale. C'est bon aussi si vous avez mis scanner thoracique et abdominopelvien. Et on recherche des métastases viscérales du carcinome spinocellulaire. Donc c'est essentiellement des métastases ganglionnaires, mais vous pouvez avoir des métastases viscérales, qui sont de très mauvais pronostics. Donc, pour les autres lésions, donc, ce sera probablement en ambulatoire, parce que ce sont des petites lésions. Le carcinome basocellulaire, enfin, il n'est pas si petit que ça, mais ça peut se faire en ambulatoire. Donc c'est pareil, toujours pareil, exérèse chirurgicale avec marge de sécurité et contrôle anatomopathologique de l'exérèse complète. Donc ça, les carcinomes basocellulaires, c'est un traitement chirurgical, sauf certains types de carcinomes basocellulaires qui sont les basos superficiels qu'on peut traiter ou chirurgicalement ou avec de l'imiquimod, qui est un immunomodulateur local qui s'appelle l'Aldara.
qui est utilisé aussi dans le traitement des condylomes génitaux, qui n'a rien à voir, mais enfin c'est la même chose, et qui a l'AMM pour le traitement du carcinome basocellulaire dans sa forme superficielle uniquement. Et là, la lésion présentée par le patient, c'est pas un carcinome basocellulaire superficiel, ça n'a pas l'aspect clinique. Et surtout pas histologique. Quand je parle de carcinome basocellulaire superficiel, c'est histologique, mais bon, là cliniquement, on voit déjà que ce ne sera pas un baso superficiel à l'histologie. Retenez exérèse chirurgicale pour les basos. Et pour les kératoses actiniques, alors, bon, j'ai mis qu'un point, c'est un peu... et c'est au choix pour quelle que soit la réponse. On peut faire une abstention thérapeutique. Ce sont des lésions qui peuvent dégénérer, c'est sûr, en carcinome épidermoïde, mais qui peuvent aussi régresser toutes seules. Donc, on peut ne pas les traiter. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est la destruction locale avec l'azote liquide, c'est la cryothérapie. Le laser CO2, on ne fait pas très souvent. Ou alors, une autre façon de les détruire localement, c'est de la chimiothérapie locale, qui est le 5FU local, qui s'appelle de l'Effudix. Et donc, avec une petite... Il y a un autre traitement qui a l'AMM pour le traitement des kératoses actiniques, c'est le diclofénac, que vous connaissez, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, mais là c'est en crème, ça s'appelle le Solarase. Donc tout ça, vous pouvez utiliser pour les kératoses actiniques. Et, comme tout à l'heure, conseil de photoprotection, c'est obligatoire dans un dossier de cancérologie cutanée, même si c'est vrai les dégâts sont déjà faits, mais enfin vous êtes obligé de le marquer, c'est impossible de ne pas marquer... la photoprotection. Donc, quelle est votre surveillance clinique? Donc, c'est au moins tous les ans. Là, ça va être 1 à 2 fois par an. Le rythme de surveillance, il n'est pas bien codifié, c'est pour ça qu'on ne vous en voudrait pas, mais il faut mettre au moins 1 fois tous les ans. L'examen des cicatrices, c'est fondamental, parce que les récidives de carcinome basocellulaire et de carcinome épidermoïde, en tout cas pour les carcinomes basocellulaires, c'est très fréquent autour de la cicatrice, également pour les carcinomes épidermoïdes. Vous êtes obligé de regarder toute la peau aussi, parce que sa peau a pris le soleil, il a déjà fait un cancer de la peau, donc il risque d'en faire d'autres, ou des carcinomes basocellulaires, ou des spinocellulaires, ou un mélanome. Et il a fait un spinocellulaire, bon, qui est déjà métastatique, mais enfin, même si ça n'avait pas déjà été métastatique, ça a un potentiel évolutif métastatique, je vous l'ai dit, en particulier ganglionnaire, donc vous êtes obligé de palper les aires ganglionnaires cervico-faciales de ce patient. Là, alors pour la prise en charge à 100%, là je ne l'ai pas mis dans ce dossier, enfin pour ce patient-là, le carcinome basocellulaire, ça relève pas d'un 100%, je pense que ça doit être le seul cancer parce que c'est considéré comme un cancer assez gentil. Le carcinome épidermoïde, oui, donc vous pouvez le marquer dans le traitement du carcinome spinocellulaire. Prise en charge à 100%. Alors, pour vous montrer quand même que les carcinomes basocellulaires, c'est sûr, ça donne pas de métastase, mais ça peut être potentiellement très délabrant de les traiter parce que c'est souvent sur des zones photoexposées, donc en particulier sur le visage. Donc cette dame, elle a un petit bouton là qui guérit pas, qu'elle a un peu négligé. Là, en fait, ce qui est dessiné au feutre bleu là, c'est l'extension de la lésion, plus la marge de 3-4 mm là qu'il faut prendre pour enlever ce carcinome basocellulaire. Parce que si vous le laissez évoluer, évidemment si vous le laissez évoluer, il ne va pas guérir, hein, et puis il va être de plus en plus gros et de plus en plus difficile à traiter. Donc là, c'est la perte de substance après exérèse du carcinome basocellulaire. Donc faut pas les négliger. Voilà. Là, c'est un autre patient qui a un carcinome basocellulaire qui s'étend sur la paupière inférieure, qui a un carcinome basocellulaire tatoué. On voit que c'est un peu pigmenté là, qui est le diagnostic différentiel d'un mélanome. Mais là, bon, ça ne pose aucun problème, c'est un baso. C'est un peu translucide, un peu télangiectasique. C'est un patient qui, vous le voyez peut-être difficilement parce que bon, la photo est en très gros plan, mais qui a une maladie génétique qui favorise les cancers de la peau, qui s'appelle un xéroderma pigmentosum, qui provoque un défaut de réparation de l'ADN au moment d'exposition solaire. Et donc ces patients, ils font tous les cancers de la peau, carcinome basocellulaire, carcinome spinocellulaire, mélanome, ils meurent très jeunes de ça, et ils ont des lésions uniquement sur les zones photoexposées. Donc là, pour lui retirer ce carcinome basocellulaire, c'est une exérèse
de toute la paupière inférieure. Donc, pareil, voilà, c'est assez délabrant. Bon, là, d'autres photos. Donc là, on est sur la muqueuse. Donc c'est un carcinome spinocellulaire, c'est une lésion nodulaire, ulcérée, qui indurait probablement à la palpation. Je vous rappelle que, donc c'est un carcinome spinocellulaire, je vous rappelle que les carcinomes basocellulaires ne surviennent pas sur les muqueuses, donc uniquement sur la peau. Là aussi, c'est une lésion nodulaire, ulcérée, c'est un autre carcinome spinocellulaire. Toutes ces lésions, évidemment, avant de les retirer, il faut faire une biopsie. Là, c'est des nodules qui est très kératosiques, qui surviennent sur une cicatrice. On voit que là, il y a une cicatrice, là, tout ça, qui est une cicatrice ou de brûlure ou d'ulcère. Ça, c'est un facteur favorisant, hein, les cicatrices, enfin les plaies chroniques de carcinome, spinocellulaire encore. Donc là, c'est un carcinome épidermoïde très étendu. Donc pareil, biopsie. Voilà, donc pour la prise en charge des mélanomes, il y a un rapport donc, qui sont les SOR 2005 que vous pouvez aller consulter sur Internet. Donc voilà pour ce dossier. Donc les dossiers de cancérologie, n'oubliez pas la photoprotection, enfin de cancérologie cutanée à la photoprotection. N'oubliez pas la prise en charge à 100%. Le soutien psychologique, bon je l'ai pas mis, vous pouvez toujours le mettre pour une pathologie cancéreuse. Et là, avec ce dossier, on a à peu près fait le tour des cancers cutanés.